3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va? Moi, c'est la grande forme. Après un début d'année 2022 à voyager, me voilà forcément ressourcé et prêt à repartir à fond. Mais bon, maintenant ça va, fini de vadrouiller, on n'est pas là pour rigoler, on a du pain sur la planche. Mais avant de commencer, est-ce que vous avez vu mon magnifique t-shirt de LeBron James? Et oui, vous connaissez, il m'a été envoyé par les frérots de Derby Ball qui sponsorisent cette vidéo. La marque, je pense que vous en avez entendu parler. La qualité est au top, c'est original, c'est fun, mais surtout, vous avez tout plein de choix chez eux et tout plein de références. Plus de 500 produits disponibles avec des joueurs du présent comme du passé, c'est huge. Vous trouverez forcément votre bonheur sur Derby Ball. Et vous le trouverez encore plus avec le code promo le 6ème homme là que j'affiche sur l'écran. Ça vous file 10% de réduction sur tout le site, à utiliser en mode win-win, alors qu'attendez-vous? Go parcourir tous les produits que vous propose Derby Ball. Shut up and take my money. Mais si j'ai choisi de mettre le t-shirt du King aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, car oui, vous l'avez vu sur la chaîne, aujourd'hui on va parler de LeBron James. Et justement, la question va être simple, est-ce qu'à 37 ans, il a toujours ce statut de King? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, alors on ne perd pas plus de temps, c'est parti! LeBron James est-il toujours le King dans la NBA de 2022? Bon, vous le savez, quand je me penche sur un joueur comme ça, j'aime avant tout parler de son parcours, tout ce qu'il a connu, à commencer par son enfance. Ceci dit, pour LeBron James, je vais vous épargner ça. Son histoire, on la connaît, elle est riche, elle est longue, elle est faite de bas, mais surtout de haut, et beaucoup de livres, de reportages et d'articles se sont déjà concentrés dessus. Ce ne sera donc pas le but de rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Par contre, ça me semble important de parler au moins un petit peu de sa legacy pour voir comment il a obtenu cette couronne de King. Et pour ça, quoi de mieux que d'évoquer assez brièvement son palmarès? Dans l'histoire, il est le seul MVP des finales, il l'a été 4 fois, à avoir remporté des bagues dans 3 franchises différentes. 4 fois champion, il a aussi été élu 4 fois MVP, n'a pas joué moins de 10 finales NBA et a même été 2 fois champion olympique. En 19 saisons dans la grande ligne, le King a juste accompli des milliards de choses, ou pas loin. 18 fois All-Star, mais aussi 3 fois MVP et meilleur scoreur de l'événement All-Time, il a été 17 fois All-NBA, dont 13 fois First Team, un record All-Time là encore, mais aussi 6 fois All-Defensive. Il est aussi le meilleur scoreur de l'histoire des playoffs, du All-Star Game, du Christmas Day, le 3ème en saison régulière derrière Jabbar et Malone pour l'instant, mais aussi le 7ème plus gros passeur all-time. Bon, ça commence à vous aller, personnellement. Avec tous ces accomplissements, je crois que je commençais à manquer d'air. Surtout que là, en fait, je ne vous liste absolument pas tout, juste le principal. Les records de jeunesse qu'il a battus sont innombrables, par exemple, et ceux qui concernent sa longévité sont encore plus incroyables. Le mec finira vraisemblablement sa carrière à plus de 38 000 points, plus de 10 000 rebonds et plus de 10 000 passes. Personne dans toute l'histoire n'a jamais ne serait-ce qu'approché ces 3 marques en même temps. Cela montre à quel point le King est un joueur d'impact, avec une polyvalence hors norme. En continuant à ce rythme, il devrait même terminer meilleur scoreur all-time en passant devant Kareem Abdul-Jabbar en 2023, et là, on s'en rend compte, ce qu'on est en train de vivre avec LeBron James, c'est juste insane. Le surnom de King, LeBron l'a amplement mérité, et c'est indéniable, il est l'un des visages, si ce n'est le visage de la Grande Ligue. Il multiplie les contrats avec les grosses marques, a été le héros du dernier Space Jam, est au cœur de tout un tas d'investissements, notamment avec le club de foot de Liverpool, suscite l'intérêt d'énormément d'auteurs de livres ou de documentaires, et deviendra bientôt le premier joueur de l'histoire de la NBA à accumuler plus d'1 milliard de dollars en sponsor tout en étant encore actif. Tout ça, c'est tellement lourd, mais à 37 ans, au crépuscule de sa carrière, peut-il être encore considéré comme le King dans une équipe qui cette saison jusque-là pédale dans la semoule? Voilà, pédale, voilà, allez. Pour étudier ça en mode entonnoir, avant tout parlons de la saison 2021-2022 des Lakers. Aujourd'hui, l'équipe semble bancale, mal construite, et jour après jour on peut l'observer sur le terrain. La greffe Russell Westbrook ne semble pas prendre, et pour ça, impossible de ne pas rejeter au moins une part de responsabilité à LeBron James. Parce que oui, c'est un secret de polichinelle, mais le King, tout comme son agent Rich Paul, sont sacrément impliqués dans le recrutement de la franchise californienne. Cet été par exemple, LeBron a invité Westbrook chez lui afin de parler de ses ambitions de titre, et imaginez ce qui pourrait fitter. Difficile d'imaginer que le marsupilami aurait rejoint l'aventure si après cet entretien, le King n'avait pas validé Russ. Là, il y a quelques jours avant la deadline, Rob Pelinka, le GM des Lakers, n'a pas hésité à avouer que pour tous les trades, il consultait LeBron avant tout. Bon, ça n'a rien donné pour le coup, mais là on peut dire ce qu'on veut, c'est indéniable, le Chosen One a une grosse influence dans la construction du roster des Lakers. Du coup, vu que pour l'instant l'arrivée de Russell Westbrook n'est absolument pas concluante, une solution de facilité serait de tirer à boulet rouge sur notre principal intéressé. Actuellement d'ailleurs, Skip Bayless, en bon hater de LeBron qu'il est, ne se prive pas d'ailleurs, et se lâche comme jamais sur les Lakers. Il explique que le Westbrook de cette saison est l'un des pires meneurs qu'il n'ait jamais vu, affirmant qu'il ne doit sa place dans l'équipe que parce qu'il est le joueur préféré
préféré de Bronny, le fils du King. Ouais, il va quand même peut-être un peu loin le skip. N'empêche que c'est vrai, il faut en être conscient, son arrivée à Russ, au moins d'un point de vue financier, n'a pas forcément facilité les choses. Et oui, au vu de la situation salariale de l'équipe, après ce trade, il n'y avait plus le choix. Il fallait entourer le Big Three avec ce qu'on pouvait, et bien souvent des salaires minimums. Là encore, LeBron a joué de ses relations et de ses connaissances, attirant comme à son habitude autour de lui pas mal de ring chasers, souvent vétérans, prêts à faire des sacrifices financiers pour s'octroyer une opportunité de remporter le trophée Larry O'Brien. Sauf qu'avoir beaucoup d'expérience et beaucoup de vétérans dans une équipe, c'est bien, mais évidemment ça ne fait pas tout. Dans la grande ligue aujourd'hui, il faut avoir de la vitesse, de grosses qualités athlétiques, je ne vous apprends rien quand je vous dis ça, et ce qui est sûr c'est que tout le monde n'a pas la même condition physique que LeBron James à son âge. Quand on voit que les 4 joueurs majeurs, LeBron, Melo, AD et Russ, présentent une moyenne d'âge de quasi 34 ans, c'est vrai que l'on peut se poser des questions, d'autant plus avec le côté injury prone du Unibro. Le King a eu beau tweeter en début de saison que son équipe de vieux allait faire taire les détracteurs, aujourd'hui il n'en est rien, et le tweet a même été supprimé depuis. Alors c'est clair qu'avec le recul, ça devient une évidence de critiquer le recrutement des Lakers et même l'implication du King. Charles Barkley disait récemment que le responsable de ce merdier, je cite, devait faire ses valises, se barrer le plus loin possible et partir la tête basse, c'est violent. Visiblement cet été, sous l'influence de LeBron, les Lakers ne sont pas allés au bout des choses concernant le dossier Kyle Lowry. Ils ont également privilégié Talen Horton-Tucker à Alex Caruso et ont abandonné la piste Buddy Hield pour faire la place à Westbrook. Ces erreurs de casting, aujourd'hui on s'en rend compte, coûtent cher, même s'il est toujours bien plus simple de juger une fois que les choses sont faites. Mais maintenant, n'est-ce juste pas trop évident d'accuser LeBron de tous les maux? D'un autre côté, n'est-il pas trop facile de n'utiliser que Russell Westbrook et Frank Vogel comme tête de turc? Bien sûr que tout le monde a une part de responsabilité là-dedans. LeBron aussi est fautif avec son influence dans le recrutement, mais est-il vraiment le principal coupable? Déjà, il faut savoir qu'en 56 matchs, le Big Three n'a joué que 18 rencontres ensemble. Frank Vogel n'a utilisé pas moins de 28 5 de départ différents depuis le début de cette campagne, soit 1 en moyenne tous les 2 matchs. En termes d'équilibre et de continuité, il y a mieux pour une team tant remaniée pendant l'été. Si le tacticien a lui aussi été souvent accusé, on l'a dit, il possède de vraies circonstances atténuantes. Par le passé, nous n'avions pas autant de joueurs absents. Avant, il suffisait de trouver quels étaient les meilleurs line-up pour gagner, puis avec l'expérience commune, nous progressions. Mais là, nous n'avons pas eu l'opportunité de jouer ensemble. Nous n'avons aucune alchimie, avec aucun line-up, du simple fait que nous n'avons pas joué assez ensemble, c'est la vérité. Quel est notre 5 majeur à part moi, Russ et AD? Nous ne savons pas. Tout ça, c'est vrai, on a déjà parlé des absences de LeBron James et de Anthony Davis sur blessure, mais ils n'ont pas été les seuls à manquer des matchs. Kendrick Nunn n'a pas encore joué une seule rencontre sous son nouveau maillot, Trevor Ariza se remet de blessure, tandis que DeAndre Jordan ou Ken Bazemore semblent au bout du rouleau et n'affichent même pas la moitié du niveau qui était attendu d'eux. Hors du Big Three, Malik Monk est probablement le joueur qui performe le plus. Alors ok, les choix du front office n'étaient peut-être pas les meilleurs du monde l'été dernier, mais sur le moment, franchement, c'était plutôt hypant, et qui pouvait prévoir que ce serait si catastrophique? Ce qui me pose le plus problème personnellement, ce n'est ni l'âge de l'effectif, ni sa composition, plutôt le manque d'effort et de discipline de la part des principaux roleplayers. Magic Johnson récemment a clairement tiré à balles réelles sur les joueurs, James Worthy a fait la même chose, ils en attendent plus de ces Lakers, comme tout le monde, et LeBron confirme. C'est vraiment frustrant car nous faisons beaucoup d'erreurs, et ces erreurs nous pouvons les contrôler. Quand les adversaires mettent des shoots difficiles, ça vous ne pouvez pas le contrôler, mais les petites choses, les rebonds offensifs, les balles perdues, vous devez les contrôler pour vous donner une chance de gagner. C'est vraiment le plus frustrant, nous devons mieux exécuter le plan de jeu des deux côtés du terrain. Dans une équipe avec tant d'expérience, tant de vétérans, prêter si peu d'attention aux détails, c'est quand même un comble, vous trouvez pas? Quand on voit que ce sont des jeunes joueurs finalement, comme Austin Reeves ou Stanley Johnson, qui apportent une réelle plus-value, un vent de fraîcheur à ces Lakers, c'est que quelque chose cloche à mon avis. Le plus gros problème pour moi se situe en défense, et c'est bien souvent le cas dans les équipes où les joueurs manquent d'efforts. Quand les Lakers ont gagné le titre dans la bulle, tout partait avant tout de ce côté-là du terrain. Ils étaient dans le top 3 de la ligue défensivement et avaient encore step up en playoff. Quand cette saison, la franchise californienne peine à s'afficher dans le top 20. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais qu'est-ce que Kyle Lowry aurait fait du bien dans son profil de Bulldog? Là, avec les blessures d'AD, l'incapacité de Dwight Howard à performer plus de 20 minutes, et l'incapacité de DeAndre Jordan à performer tout court, Frank Vogel n'a pas eu le choix. Il a dû utiliser des petits line-up. Et là, ne le cachons pas, quand il a joué small ball, défensivement, c'était juste atroce. Le retour d'AD a fait du bien dernièrement, c'est vrai, mais les pertes de joueurs comme Alex Caruso ou Kentavious Caldwell-Pope se font vraiment sentir au périmètre, c'est flagrant. Maintenant que la deadline est passée, espérons pour les Californiens qu'ils puissent trouver des joueurs de ce type-là sur le marché des buyouts. Puis quand on voit que l'équipe se situe dans le top 4 pour ce qui est des points marqués en transition, on se dit que le manque de stop défensif gâche clairement cette qualité. En sortant les barbelés plus souvent, je pense
pense que les Lakers pourraient vraiment rouler sur tout le monde en contre-attaque. Surtout que LeBron a beau être d'une polyvalence exceptionnelle, il ne peut pas tout faire et divers pépins physiques viennent de plus en plus gâcher la fin de sa carrière. Cet été, il a passé beaucoup de temps à soigner sa cheville meurtrie l'an dernier. Il a d'ailleurs subi une autre alerte à la même cheville en début de saison. Peu après, il a souffert des abdos et récemment encore, il a manqué 5 matchs en raison d'un genou douloureux. Si l'on couple tout ça avec son faux test positif au Covid, le King a déjà manqué un total de 17 rencontres sur 56, ça commence à faire. De son côté, au sujet de son corps, il essaye de rester aussi positif qu'il le peut. Il travaille, il se rétablit, mais la situation actuelle fait qu'il est obligé de tirer sur la corde. Dans un autre contexte plus victorieux, il y a fort à parier qu'en ce moment, là, il serait au repos. Mais au vu de la situation actuelle, c'est impossible, les Lakers ont besoin de lui. Voir tous les efforts qu'il doit mettre en place pour être victorieux encore à 37 ans au premier coup d'œil, ça peut paraître dangereux, à la limite de la déraisonnabilité même. Du coup, son âge, parlons-en. Mais avant ça, vous le savez, il faut que je vous le demande, êtes-vous bien abonné à cette chaîne? Si ce n'est pas le cas, hop, on met pause et on répare cette erreur vite fait. Vous êtes tellement nombreux à mater les vidéos sans follow, c'est trop dommage. Si vous appuyez tous maintenant sur ce bouton rouge, mon objectif des 50K avant la fin de 2022, on l'atteint direct. Alors let's go, je compte sur vous, ce serait tellement un accomplissement incroyable qu'on fasse tout exploser comme ça. Mais bref, revenons à LeBron qui, lui, des accomplissements, en a réalisé un paquet. Et réattardons-nous sur son âge qui, on l'a dit, fait beaucoup parler. Bah ouais, le truc, c'est que ces derniers temps, on le voit un peu traîner la patte, notamment des shoot-arounds. Il force, on a l'impression, ça se voit. Face aux Blazers, jeudi soir, dans la défaite, il boitillait, serrait les dents, se tenait le genou, et ça inquiète. Nul n'est éternel, même pas Highlander. Et si les petits pépins physiques s'enchaînent, c'est le King, il n'y a rien d'étonnant, rien d'anormal. Cependant, et c'est bien ce qui est rassurant, le mec ne semble pas vieillir comme tout le monde, et si le poids des années a bien entendu un impact, il semble bien moindre que pour beaucoup d'autres joueurs chez LeBron James. Pour le moment, aucune des blessures qu'il a connues cette saison ne paraît grave, alors ne nous mentons pas, ça pourrait être bien pire. Surtout qu'en fait, vous l'avez compris, les Lakers ont besoin de chaque minute passée sur le terrain par leur leader. Pour son retour samedi face aux Knicks, il a joué 40 minutes avec la prolongation, et a livré un gros triple-double avec 29 points, 13 rebonds et 10 passes pour mener les siens vers la win. Tout ça avec un genou encore enflé quelques heures avant la rencontre, c'est impressionnant. Et ne pensez pas que ce temps de jeu face aux Knicks représente une exception. Cette saison, il passe près de 37 minutes en moyenne sur les parquets, et dans la ligue, seuls 4 autres joueurs jouent plus que lui. Sachez qu'ils ont tous au moins 5 ans de moins, c'est fou. Et le pire, c'est qu'il n'a pas l'air fatigué, il performe grave. Là, il est sur une série de 21 matchs de suite à 25 points ou plus. Dans l'histoire de la NBA, aucun joueur trentenaire n'a jamais réussi cet exploit. Et je vous le rappelle, LeBron n'a pas 31 ou 32 ans, mais bel et bien 37. Je n'ai pas l'impression que je suis en NBA depuis 19 ans, je suis dans le meilleur rythme offensif de ma carrière, et je n'ai pas prévu de m'arrêter. Je ne joue pas en pensant aux blessures, et j'ai toujours eu le sentiment que c'était pire lorsque je jouais peu. Je me sens fantastiquement bien, je shoot extrêmement bien, en parallèle je suis très efficace sur la ligne des lancers, très efficace sur mon adresse, très efficace près du cercle. Alors je ne vais pas commencer un match en affirmant que je vais mettre 30 points, mais je joue mon jeu et le scoring arrive de façon naturelle. Maintenant, bien sûr que si les Lakers avaient le choix, ils l'économiseraient davantage. Mais là, en affichant ses meilleures moyennes au scoring depuis plus de 10 ans, le King défie les lois de la nature et donne l'impression qu'il pourrait encore jouer 5 années de plus en NBA. Sans aucun doute, il a le record de points all-time de Karim Abdul-Jabbar dans un coin de la tête. Pour le battre, il devra coûte que coûte rester en bonne santé, il en est conscient. Cela fait probablement partie des raisons pour lesquelles il maintient une forme physique de Golgoth, qui lui permet une longévité jusque-là jamais observée à ce niveau. Alors ok, il se blesse régulièrement, mais il se remet à une vitesse que même les moins de 30 ans lui envient. À travers les années, et à force de travail sur son corps, il a développé une capacité de régénération digne des plus grands maîtres du Kung-Fu. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut bosser bien sûr, mais aussi avoir une hygiène de vie irréprochable. Chaque année, il dépense plus d'1,5 million de dollars pour sa santé, pour son alimentation, pour les gens qui l'entourent et pour son corps. Le célèbre podcasteur Joe Rogan, en grand fan de MMA qu'il est, a même récemment comparé la routine de travail du King à celle d'un combattant UFC, qui est l'une des plus exigeantes du monde. De toute façon, pour ce qui est de l'éthique de travail et du temps passé en salle de muscu, LeBron est probablement l'un des athlètes les plus investis all-time, tous sports confondus, et c'est ça qui explique sa longévité. Alors qu'il approche des 40 ans, il se déplace encore comme un gamin de 20 ans, et si vous en voulez la preuve, regardez juste ses chiffres en transition. Pour être performant en contre-attaque, il faut cumuler vitesse, puissance et accélération, toutes ces qualités qui d'habitude baissent avec l'âge. Aujourd'hui en NBA, c'est Giannis Antetokounmpo, 27 ans, qui score le plus de points en transition, et vu le physique du freak, on comprend pourquoi. Mais qui est-ce qui vient juste derrière lui dans ce classement? LeBron, personne d'autre. Il possède cette espèce d'allure de super-héros capable de porter ses 113 kilos à la vitesse de quelqu'un qui en ferait
mesuré 22 moins. Tout ça à 37 ans, et si j'insiste autant sur son âge, c'est que c'est lunaire. Alors ok, on peut s'interroger sur son âge, ses blessures et son temps de jeu, mais le mec bosse tellement sa condition physique que le poids des ans en devient presque invisible. Surtout qu'en fait, il n'est pas juste un monstre athlétique, il est aussi l'un des joueurs avec le plus gros QI basket que la NBA ait pu connaître. Et surtout que ça, généralement, contrairement aux qualités physiques, ça ne fait que s'améliorer avec l'âge et l'expérience. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que génétiquement, naturellement, le mec part avec de bonnes bases. Depuis sa naissance, visiblement, il possède une sorte de don, une mémoire photographique ou une mémoire édétique pour les puristes, les spécialistes, qui serait absolue. Grâce à ça, LeBron sait constamment où se placent tous ses coéquipiers, mais aussi tous ses opposants. Il connaît également tous les systèmes des coachs adverses sur le bout des doigts, offensifs comme défensifs, ce qui lui permet constamment d'anticiper ce qu'il va se passer. En d'autres termes, tel un ninja copieur, il suffit qu'il voit une action une fois pour que absolument tous les éléments restent à jamais gravés dans son cerveau. Et ça, ce n'est pas que du vent, pas que de la légende. Régulièrement, en interview, LeBron a su décrire au détail près des actions qui avaient eu lieu parfois des années auparavant, en expliquant où était placé chacun des joueurs. En termes de connaissance du jeu, on a un vrai client, et maintenant qu'il a 19 ans d'expérience des systèmes et des plans de jeu, il en a vu, croyez-moi. Il est une sorte de robot à qui rien n'échappe, pas même le moindre mouvement. Cela lui permet, malgré son gabarit, de mener le jeu, de porter la balle, de lancer les systèmes et d'impliquer ses coéquipiers. En 2020, il a même terminé meilleur passeur de la ligue. Ça veut dire qu'il fait les bons choix, et ça vaut son pesant de cacahuètes. De toute façon, tous ceux qu'il croise, sur ou en dehors du terrain, restent complètement ahuris par cette maîtrise cérébrale du basketball. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Tu as encore plus de respect pour son QI basket quand tu coaches contre lui, car ça te donne l'occasion d'entendre ce qu'il dit aux arbitres. Ce sont des choses que tu n'entends pas chez la majorité des joueurs NBA. C'est un discours habituellement réservé au coach. Tu es assis là et tu restes bouche bée, tu n'en reviens pas qu'il ait pu analyser ça. Il a un QI basket vraiment très élevé, il est un athlète phénoménal et un joueur de basket qui possède des connaissances hors normes. Et ouais, quand tu as la tête et les jambes dans tous les sports, c'est un réel avantage. Et quand en plus de ça, tu développes les deux côtés jusqu'à un niveau élite, forcément que tu fais des miracles. Après, forcément, c'est à prendre en compte également, ça fait aussi de LeBron, à sa manière, un joueur difficile à coacher. Non pas parce qu'il possède un caractère ingérable, loin de là, mais souvent parce que quand LeBron parle, tu l'écoutes. Après, je fais la fine bouche, mais on comprend que ça puisse créer des difficultés dans le vestiaire. Personne ne peut être joueur, coach et même GM à la fois. Et il est vrai que là, plus la carrière de LeBron avance, plus son influence devient importante dans tous les domaines. Mais bon, au vu de tous les bienfaits qu'apporte son QI basket à son jeu et à ses équipes, peut-on vraiment lui en vouloir pour ça, de vouloir tout maîtriser? Et je ne crois pas. Je pense juste que pour des mecs comme Tyronn Lue à l'époque et maintenant Frank Vogel, ça ne doit pas être simple tous les jours de s'imposer auprès de lui. Quoi qu'il en soit, avec tout ce qu'on a listé, ça lui en fait des qualités, et ça lui permet d'être un joueur exceptionnel, au volume de jeu hallucinant. Chez les Lakers aujourd'hui, quels que soient les coéquipiers qu'il ait autour de lui, tout passe avant tout par LeBron. Il porte la balle, implique les autres, prend des rebonds, met des points, défend, il est juste partout. Tout cela est apparu de manière encore plus flagrante pendant l'absence d'Anthony Davis. Au cours de cette période de 20 matchs, il a tourné à 33 points, 9 rebonds et 6 passes de moyenne, et a fait tout ce qu'il a pu pour porter les Lakers sur son dos, des deux côtés du terrain malgré les absences et les difficultés. Le mec a même été régulièrement utilisé au poste de pivot, c'est un truc de ouf. Pour la petite anecdote, il est devenu le seul et unique joueur de toute l'histoire à avoir été titularisé au moins une fois à sa carrière à chacun des 5 postes du basketball. Ça montre quand même sa polyvalence. Sans AD, nous avons joué plus petit, avec LeBron comme pivot, et cela a permis aux autres gars d'être un peu plus à l'aise. LeBron a vite trouvé son rythme et a été efficace, pas seulement pour créer des choses, mais aussi pour être davantage à la finition. C'est simplement un LeBron qui joue à un niveau supérieur, il orchestre absolument tout. Avec l'absence d'Anthony Davis, il a fait tout ce qu'il a pu pour empiler les victoires et jouer à un niveau très élevé. Y a-t-il vraiment besoin d'en dire beaucoup plus concernant le volume de jeu du King? Eh bien oui, car nous n'avons pas encore abordé sa défense. Au vu des grosses faiblesses de l'équipe dans ce secteur, on l'a déjà dit, il a essayé comme il a pu de compenser. Si pendant la majorité de sa carrière il a montré un vrai talent de ce côté-là du terrain et qu'il a fini 2 fois deuxième dans la course au Depoy, certaines choses pouvaient lui être reprochées depuis son arrivée aux Lakers, mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il ne s'économise plus et apprend encore une fois à utiliser davantage son cerveau pour éviter de se cramer. Là, cette année, il tourne à plus d'un contre et plus d'une interception, et ça faisait 12 ans que ça n'était pas arrivé pour LeBron, et même si ses stats ne veulent pas tout dire, ça montre encore une fois l'énorme volume de jeu qu'il a. J'essaye d'être proactif et non réactif sur beaucoup de couvertures défensives. Je regarde beaucoup de vidéos sur les équipes que nous jouons et j'essaie de me mettre dans une position où j'ai un temps d'avance dans beaucoup de situations, puis j'ai toujours eu de bonnes mains pour faire des interceptions, des contres et tout ce genre de choses. Tout ça, c'est balèze encore une fois, mais
malheureusement ça n'a pas permis aux Lakers de gagner autant de matchs que prévu. S'il a quand même réussi à maintenir sa team à un bilan de 10 victoires pour 10 défaites sans AD, et qu'avec le King cette saison, les Californiens affichent un bilan de 20 victoires pour 19 défaites, ça ne suffit pas pour ravir les fans, mais peut-on vraiment en vouloir à LeBron pour ça? Eh bien pour répondre à ça, ne pourrait-on pas aller voir du côté du leadership un petit peu? Là les histoires, on les connaît, aux côtés de LeBron, des joueurs comme Kyle Kuzma, comme Brandon Ingram ou comme Lonzo Ball n'ont jamais vraiment réussi à trouver de place avant d'aller exploser ailleurs. Le King prendrait-il donc trop d'espace sur le terrain? Sa façon de communiquer empêcherait-elle les autres de briller? Au vu du faible niveau qu'affiche Russell Westbrook cette saison depuis qu'il a rejoint LeBron, au premier coup d'œil c'est ce qu'on pourrait croire. Et pourtant, écoutez-moi bien, je ne veux pas du tout rentrer dans cette polémique. Le King est un compétiteur, il est un joueur archi exigeant, et forcément quand tu ne réponds pas à son niveau d'attente, tu vas te faire challenger. Mais ce n'est pas ce qui est demandé finalement aux champions dans un sport co, n'est-ce pas finalement ça le leadership nécessaire pour gagner des titres? Moi je pense que si, et ce ne sont pas les fans de Kobe Bryant ou de Michael Jordan qui vont dire le contraire vu l'exigence des deux bonhommes. Depuis le début de saison, à part une ou deux sorties en conférence de presse que j'ai trouvé moyennes, je l'ai trouvé irréprochable ou pas loin. Sur le terrain, il est un exemple, un mec qui ne rechignera jamais à faire les efforts, qui communiquera et donnera le ton. En parallèle, dans les médias, je trouve quand même souvent ses discours très justes. De plus, on l'a déjà dit, à l'entraînement comme à la salle de muscu, il fait partie de ceux qui s'imposeront le plus de travail. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner, que ce soit en prenant toute la place ou alors en la laissant, peu importe, ça lui ira. Alors que peut-on lui reprocher? C'est un compétiteur. J'essaie de faire ma part du boulot lorsque je suis sur le parquet, de porter une lourde charge s'il le faut. Je fais en sorte de faire un peu de tout des deux côtés du terrain, de mener par l'exemple, mais aussi avec ma voix. Évidemment, c'est une période compliquée, mais cela ne va pas m'empêcher de continuer de faire ce que je fais. Je ne pense qu'à la victoire. Je m'en fous d'être bon individuellement si nous perdons à la fin. Pour aller plus loin et encore parler de la situation Westbrook, j'ai trouvé que le King était toujours dans une démarche de soutien avec le marsupilami. Les deux hommes parlent constamment, communiquent, essaient de s'adapter, sont à l'écoute, s'encouragent, et en conférence de presse, le Chosen One ne cesse de défendre son coéquipier. LeBron le sait, pour gagner, il a besoin de Russ, et celui-ci semble prêt à tout pour l'aider à retrouver le niveau qu'il est capable d'atteindre. Pour moi, avant tout, c'est ça le leadership, et j'ai du mal à entendre que celui de LeBron James représente un souci, comme je l'ai entendu quelques fois ces derniers temps. Si tu es sur la même longueur d'onde que lui, et que tu donnes tout sur le terrain, comme en dehors, il fera tout son possible pour te porter dans son sillage. Et ce qui m'épate encore plus, c'est qu'un joueur avec une telle influence sur le jeu, dans sa globalité, n'ait pas pris une seule faute technique depuis le début de la saison. Pourtant, il en passe du temps à parler avec les arbitres, mais visiblement, il fait ça avec la bonne attitude, en utilisant les bons mots. Là encore, il lead par l'exemple, en pesant sur le jeu, mais aussi en pesant sur les refs, en leur parlant à bon escient, et ça aussi, ça montre son charisme. Alors c'est vrai que ces derniers temps, de plus en plus, dans les interviews, il paraît dépité, blasé, fatigué mentalement, et il parle aussi de plus en plus souvent, comme ce fut le cas après la rencontre face à Portland dernièrement, où les Lakers sont encore perdus, d'aller se coucher après un bon verre de vin. J'avoue que je l'ai rarement vu dans cet état-là dans les conférences de presse, même si le lendemain à chaque fois ça semble passer, mais je dois le dire, ça m'inquiète un petit peu. Cependant, tant que le niveau qu'il affichera sur le terrain restera excellent, il sera difficile de critiquer LeBron. Par contre là, je veux dire quelque chose vu qu'on vient de parler de la défaite honteuse d'il y a quelques jours face aux Blazers. Russell Westbrook n'était pas là, LeBron, AD et tous leurs potes n'ont rien fait face à cette team pourtant privée de Damian Lillard et de CJ McCollum, alors ceux qui pensent que le problème vient seulement du meneur se trompent à mon avis. S'il y a un souci, je le répète, c'est dans la construction de cette équipe, pas dans le manque de leadership du King. De plus, je sais qu'il y a aussi une polémique sur son coup de coude en début de saison, droit dans la tronche d'Isaiah Stewart, et ça aussi faut en parler tant ça a fait de vagues ensuite. Mais jusque là, même si je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, rien n'est là pour prouver que c'était volontaire. Il a mis un coup, certes, pour se dégager, et ça il l'a fait exprès, mais des situations comme ça, il y en a 10 par match en NBA, et je ne veux pas croire qu'il a voulu sciemment ouvrir l'arcade de l'adversaire qu'il retenait. Le comportement qu'il a adopté ensuite était d'ailleurs irréprochable, en s'éloignant au maximum sans en rajouter, malgré la folie furieuse du pivot des Pistons. Ça aussi, c'est une preuve de charisme, de maturité et de leadership. Et allez, si vous en faut plus, dites-vous que récemment, publiquement, il a endossé la responsabilité du très mauvais passage des Lakers sur son dos. Je pense que vous avez compris mon avis là-dessus. LeBron James, à mes yeux, est un leader, c'est indéniable. Alors si l'on fait le bilan de cette vidéo et qu'on veut répondre à notre question du jour, bien sûr que oui, LeBron James est encore le king. Encore aujourd'hui, le mec serait hyper bien placé dans la course au MVP si les Lakers avaient plus de wins, même si je sais qu'avec les sillons coupe du bois, il faut le noter cependant. Le gars est sans aucune contestation possible le meilleur joueur all-time de la grande ligue parmi ceux qui sont encore en activité, et tant qu'il sera en NBA, il faudra en faire des accomplissements pour lui piquer ce statut. De plus, soyons honnêtes, personne cette saison n'a encore fait une croix totalement définitive sur les chances de titre d'une franchise comme les Lakers qui aujourd'hui ne s'affiche qu'à la 9ème place de sa conférence aux 2 tiers de la saison. Pourquoi ça? Parce que le
LeBron est le king, et qu'avec le king, tout est possible. Non, en vrai, la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est sa trop grande implication dans le recrutement. LeBron n'est pas GM, il ne doit pas avoir affaire avec tout ce qui se passe dans les coulisses. Mais au bout du compte, le problème ne viendrait-il pas de Pelinka s'il vient constamment consulter LeBron? Est-ce que ce dernier doit refuser? Peut-être que oui. Cependant, avec une personnalité comme la sienne et un agent comme Rich Paul, cela semble compliqué. À mon sens, Rob Pelinka doit assumer à 100% son statut de GM et endosser toutes les responsabilités qui vont avec. Si LeBron James et Rich Paul ne sont pas contents, peu importe, tant pis pour eux, ils sont joueurs et agents respectivement, pas général manager. Maintenant c'est sûr, je dis ça, mais ce que je retiens principalement, c'est que ça n'empêche pas LeBron d'assurer sur le terrain et de maintenir une jauge très très haute au niveau de sa popularité auprès des fans. Dernièrement, il a juste écrasé la concurrence lors des votes pour le All-Star Game avec plus de 9 millions de voix, soit quasi 1,5 million de plus que Stephen Curry deuxième. C'est dire, alors s'il vous fallait un argument supplémentaire, retenez celui-ci. La façon dont LeBron est adulé et respecté par les fans montre bel et bien qu'il est encore le king, et le niveau qu'il affiche soir après soir sur le terrain à 37 ans montre que sa couronne est très très bien fixée. Voilà pour ce qui est de LeBron James et de son statut de king, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Est-ce que ça vous a plu? Et surtout, dites-moi, par qui, selon vous, LeBron sera détrôné de ce statut? Et quand est-ce que ça arrivera? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse à fond. Sinon, je vous le rappelle, pour vous procurer un pur t-shirt Final Boss comme le mien, ou toute autre référence qui vous plaira, c'est sur le site de Derby Ball que ça a lieu. Et avec les 10% de réduction que vous offre le code promo, c'est encore mieux. Go voir dans la descro, tout est expliqué. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Attention à tous ceux qui ne le feront pas, vous serez couronnés, je veux bien, mais vous finirez guillotinés. Ouais, j'avoue, c'est un peu violent le coup de la guillotine, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est aussi le destin funeste de pas mal de rois qu'on a connus. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque-là, c'est important pour le référencement et la mise en avant de cette vidéo. Mais surtout, un gros merci du fond du cœur à tous ceux qui ont soutenu sur Tipeee, qui continuent à le faire ou qui ont prévu de le faire dans un futur proche. Je crois que je n'ai jamais eu besoin autant de vous qu'en ce début d'année, donc je ne peux être que très reconnaissant. À très vite.